Université populaire de Caen, Michel Onfray, brève encyclopédie du monde, Cosmos, saison 2. Je voudrais parler de l'oubli du cosmos parce qu'il me semble qu'on a beaucoup parlé du nihilisme. Et il me semble que l'une des raisons du nihilisme, c'est cet oubli du cosmos. Le cosmos, vous voyez bien finalement à quoi ça ressemble au fur et à mesure des séances. On voit bien comment cette incapacité dans laquelle nous sommes à lever la tête pour voir ce qui se passe dans le ciel et pour apprendre ce que les astres ont à nous dire, cette incapacité, elle a fait que nous avons coupé nos racines. Elle a fait que nous n'avons pas su comprendre dans quel milieu nous étions, ce qui nous nourrissait véritablement et ce qui nous rendait possible. Et il se fait que le petit campagnard que j'étais, qui vivait à Chambois, petit village de 500 habitants, connaissait le ciel, connaissait la Voie lactée, savait ce que c'était qu'une voûte céleste. On y voyait la galaxie, on y voyait la Voie lactée, cette espèce de voie qui ressemble à du lait et dont les Grecs nous disaient effectivement que c'était le lait du sein d'une déesse. Et je savais ce qu'était cet univers, d'abord parce que mon père m'en avait parlé, m'avait expliqué l'histoire de l'étoile polaire, l'histoire des constellations, les casseroles qu'on y voyait, la grande ours, la petite ours, etc. Et il se fait que quand je suis arrivé à Caen pour mes études, j'ai découvert qu'il n'y avait plus de ciel, il n'y avait plus de Voie lactée. Il n'y avait plus rien de tout ça. Or, il y avait bien quelque chose. Qu'est-ce qui se passait, en fait ? En fait, quand c'est une grande ville qui absorbe la Voie lactée, on ne la voit pas. Si aujourd'hui vous sortez, que vous regardez le ciel, mais que c'est en plein jour, vous ne voyez pas les étoiles, mais elles sont là. C'est parce qu'il y a la lumière et que cette lumière vous empêche de voir la lumière solaire, que cette lumière solaire vous empêche de voir la lumière stellaire. Mais autrement, les étoiles sont là, elles lancent en permanence leur lumière. Et en fonction des lieux dans lesquels nous nous trouvons, nous savons ou nous ne savons pas ce qu'est la Voie lactée. Petit garçon, je savais ce qu'elle était parce que dans mon village, je la voyais. Étudiant, je voyais qu'elle n'était plus là, la Voie lactée, mais je me disais, c'est pas parce qu'elle est plus là que... C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est plus là. Et puis un jour, dans le désert mauritanien, sur le toit d'une maison, avec un Touareg qui racontait des histoires fabuleuses, des mythes Touareg, il n'y avait aucun parasite. Il n'y avait que le désert, c'était une petite maison en plein désert, et nous étions quelques-uns allongés sur ce toit, et on avait l'impression qu'en tendant le bras, on allait décrocher une étoile. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, ce que j'ai pris pour une Voie lactée dans mon petit village, avec sa petite pollution nocturne, ce que je n'ai plus vu quand je me suis trouvé à Caen, je le vois là. Et c'est le ciel que voyaient les hommes préhistoriques. Quand il n'y avait pas de lumière artificielle, alors on voyait autrement la Voie lactée. C'est-à-dire que si vous la voyez aujourd'hui, vous ne verrez pas grand-chose, parce que la plupart du temps, il y aura des pollutions lumineuses et des pollutions de lumière artificielle. C'est-à-dire que les énergies des villes sont à peu près visibles partout et on ne peut plus aujourd'hui voir véritablement ce qu'est le ciel, ce qu'est véritablement la Voie lactée, sauf dans des endroits où effectivement les villes n'existent pas, où elles sont très 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 lointaines et où leur lumière artificielle ne pollue pas le ciel. La Mauritanie, par exemple, à l'époque où c'était susceptible d'être visité, c'est devenu compliqué aujourd'hui. Mais effectivement, ça m'a donné ce jour-là une leçon véritable en me disant, eh bien voilà, je suis un contemporain des hommes préhistoriques. Je vois ce que les hommes préhistoriques ont vu véritablement. Et alors là, on se dit, c'est la première fois de ma vie que je vois la Voie lactée. Je ne la voyais pas précédemment. Je ne savais pas ce que c'était. Ce que j'ai pris pour la Voie lactée, c'était une espèce d'écho, de carte postale, c'était une espèce de figuration, mais rien à voir avec ce sentiment qu'on a d'être dans le cosmos, mais vraiment d'être dans le cosmos, et en même temps de savoir que le cosmos est à portée de main. C'est une étrange sensation d'imaginer effectivement que si on tend la main, on va décrocher une étoile, tellement le ciel semble bas, ou tellement nous semblons hauts, ou tellement le ciel finalement nous donne l'impression de faire partie de la Terre, ou la Terre de faire partie du ciel. Cette expérimentation est tout à fait singulière, et si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir expérimenter ce genre de choses, d'abord vous pouvez le faire. Il y a toujours des possibilités d'aller dans des déserts où la nuit vous découvrirez effectivement ce qu'est véritablement la nuit, parce que dans les villes comme les nôtres ou dans les pays comme les nôtres, il y a une pollution lumineuse qui fait qu'on ne sait pas ce que c'est. Et là, effectivement, vous aurez une expérience existentielle tout à fait particulière et puis une expérience qui conduit au sublime. On aura l'occasion de parler du sublime une autre fois. Il se fait que
Si vous faites quelques voyages en avion aussi, vous voyez bien, et que vous faites des voyages de nuit, vous voyez bien à quoi ressemble la lumière sur la planète, à quoi ressemblent les lumières artificielles. C'est assez sidérant. Quand vous survolez Londres de nuit, ou quand vous traversez la France de Nice à Caen, par exemple, dans ce sens-là, eh bien, vous allez voir tout ce qui se passe sur le Rhône, sur les villes, sur Paris, sur la région parisienne. Londres, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette étendue de lumière? C'est Londres. Et vous vous dites effectivement qu'il n'y a plus que de la lumière artificielle. Donc, je vous ai parlé de la lumière en vous disant le rôle qu'elle avait dans le cosmos, le rôle qu'elle avait pour les hommes préhistoriques. Eh bien, il faut imaginer cette lumière-là, c'est-à-dire la vraie lumière naturelle, pas du tout la lumière artificielle, bien sûr, et on verra, du moins je vais essayer de vous proposer dans cette séance, on verra comment la disparition, l'effacement de cette lumière naturelle et le surgissement de la lumière artificielle a modifié notre façon de voir les choses, notre pensée, notre perception, notre imagination, notre rapport aux choses, au monde, à la nature. L'électricité a fait donc beaucoup de mal. Beaucoup de bien, bien sûr, tout le monde est content d'imaginer. Vous voyez, souvenez-vous de la chanson de Jean Ferrat, hein, on a l'électricité, on a le chauffage, on a le frigidaire, on a la télévision, tout ça est formidable, sauf que on a perdu notre âme. Alors vous verrez, la question n'est pas évidemment de revenir aux chandelles, mais de réfléchir à ce monde que nous avons perdu, qui reste présent en nous, mais qui a été remplacé par un monde qui nous semble naturel alors qu'il est purement artificiel. Nous sommes des artefacts. Nous sommes des produits, des objets. Nous sommes produits par la lumière artificielle et nous sommes incapables de décoder la véritable lumière naturelle. Tout ce que les hommes de l'Antiquité savaient faire, et plus que l'Antiquité, c'est-à-dire les hommes préhistoriques, nous ne le savons plus, évidemment. Quand je vous parlais des relations avec les cycles qui permettent les journées, les jours et les nuits, ou les cycles qui permettent les années, printemps, été, automne, hiver, tout ce qui nous permettait de comprendre que, même de manière imprécise, mais qu'il y avait des équinoxes, qu'il y avait des solstices, qu'il y avait des moments dans l'année où la nuit était la plus longue et d'autres où la nuit était la plus courte, tout ce qu'on pouvait savoir empiriquement, qui peut le savoir aujourd'hui? Qui peut le découvrir? Que peut découvrir de ce ciel un enfant qui n'aura été qu'urbain? C'est drôle d'ailleurs que ce mot urbain donne l'impression que finalement c'est l'habitant des villes, mais quelqu'un qui a de l'urbanité, c'est quelqu'un qui a de la politesse, de la convenance, qui est bien élevé. C'est assez paradoxal. Moi je pense que l'urbs, c'est-à-dire la ville selon les Romains, la ville est un lieu de déshumanisation. C'est même d'une certaine manière un lieu d'inhumanité au sens étymologique. L'humain ne peut pas exister dans une ville. L'humain, il existe dans un village, dans une campagne, il existe au beau milieu de la mer. Si vous vous retrouvez sur un bateau en plein milieu de la mer avec la pleine nuit, et je ne dis pas avec la pleine mer, ça peut vous arriver aussi, mais avec une mer qui secoue, qui tape, eh bien d'un seul coup vous êtes au milieu du cosmos. Vous savez ce que sont les peurs ancestrales. Vous savez ce que sont les peurs de la forêt, vous savez ce que sont les peurs de la mer, vous savez ce que sont les peurs du désert, vous savez ce que sont les peurs de la campagne, parce que vous avez des sons, des bruits, des odeurs, des parfums qui ne vous sont pas connus et qui réveillent en vous l'animal qui existait. Cet animal, il ne s'agit pas de le réveiller pour lui donner les pleins pouvoirs, il s'agit simplement de dire qu'il est en nous et que cette part en nous, plutôt que de la dresser, nous l'avons détruite. Il ne fallait pas détruire cette part-là. Il fallait la dresser, en faire quelque chose, c'est-à-dire ne pas oublier que nous étions porteurs d'une capacité, justement, à ressentir des émotions, des sensations en pleine mer, au milieu du monde, en plein désert, au milieu du monde, mais au milieu du monde, au milieu du monde sans personne, en plein milieu des forêts. Et il y avait là des capacités pour l'humain à aller chercher en lui quelque chose de profond, de véritable, qui est générateur d'équilibre. Naître dans une ville avec du béton, avec du bitume, avec des gaz d'échappement, avec du ciment, avec quelques végétaux qui sont dans des pots et qui n'ont pas les allures de végétaux. Si vous avez des arbres sur un parking, si vous avez des fleurs dans des pots ou dans des bacs, ça n'a rien à voir avec la nature, c'est pour faire semblant. Comment pouvez-vous avoir le sens du cosmos ? Comment pouvez-vous trouver un sens à votre existence si vous êtes né dans un béton qui ne permet pas l'enracinement ? Il n'y a pas d'enracinement possible dans le béton, dans le bitume, dans le ciment ou dans les villes. Nous sommes entourés par ce cosmos que nous sommes capables de voir quand nous sommes en relation directe avec lui.
au beau milieu de la mer, au beau milieu de la forêt, au beau milieu du désert, au beau milieu de la campagne, quand il n'y a aucune pollution de lumière artificielle, alors on voit des choses que les autres ne voient pas. On voit des choses que les animaux voient. Quand j'ai eu l'occasion de vous dire que les animaux étaient capables de percevoir la lumière, ils sont gênés par les lumières artificielles des animaux, évidemment. Mais quand je vous disais qu'une anguille est capable, par exemple, dans ce fameux village dont je vous parlais, Chambois, de percevoir la présence d'une autre anguille à l'entrée de la Manche, à l'embouchure de la Dive, par exemple, à 60 km, eh bien, ce sont des perceptions qui sont rendues possibles par des olfactions particulières, par des pressions particulières, mais également par des lumières particulières. Les anguilles regardent la Lune et sont capables, à partir de la Lune, de savoir si c'est le moment de partir ou pas. Elles ne se disent pas que la Lune est croissante ou décroissante, montante ou descendante, mais elles sont capables d'intégrer ces informations et, à partir de ces informations, de se mettre en route vers l'embouchure ou éventuellement, au-delà de l'embouchure, de prendre la pleine mer pour aller directement vers la mer des Sargasses. La lumière, qui est donc la vérité de ce que nous sommes, nous est cachée. Elle nous est cachée et il n'y a que quelques endroits au monde où on peut véritablement la voir de manière fossile, c'est-à-dire comme elle est ou comme elle était véritablement au début du monde. Comme elle était quand l'homme préhistorique sort de la grotte de Lascaux et que sur le bord de cette grotte de Lascaux, il lève la tête et il voit le ciel et il voit ce que nous pouvons voir dans quelques endroits du monde où l'humanité n'a pas massacré la nature. La culture, elle était agriculture, vous ai-je dit à plusieurs reprises, parce qu'effectivement, la culture, c'était le savoir qui nous permettait de connaître le fonctionnement de la terre. On savait quand il fallait planter, on savait quand il fallait semer, on savait quand il fallait récolter, on savait quand il fallait laisser reposer la terre. Et cette sapiens, ce savoir de la terre, eh bien, il était enraciné dans le ciel. C'est le ciel qui nous donnait ces informations. Pour savoir ce que la terre avait à nous dire, on a interrogé le ciel. Si on ne peut plus interroger le ciel, alors on ne saura plus ce que la terre a à nous dire. Et cette période, elle va de pair, c'est-à-dire la lumière artificielle, la disparition de la lumière naturelle, le fait qu'on n'aille plus chercher dans le ciel les informations sur la Terre, eh bien tout ça fait que, plutôt que d'interroger la Terre, on s'est dit la Terre, c'est une matière stupide. On n'a pas besoin de lui demander ses raisons. On va lui donner des engrais, on va lui donner des intrants, on va exiger d'elle qu'elle donne, qu'elle produise. Et on s'est aperçu qu'elle était chargée d'un certain nombre d'éléments. Eh bien, on s'est dit, on va ajouter des éléments, on va ajouter de la chimie. Et puis, si on avait X quintaux à l'hectare, naturellement, eh bien, on aurait X multiplié par 3 ou X multiplié par 4 de rendement à l'hectare. On allait détruire la terre, c'est pas bien grave. On allait laver les sols, c'était pas bien grave non plus. De toute façon, on rajouterait des produits, on rajouterait de la chimie. C'est-à-dire que cette incapacité à lire le ciel, cette incapacité-là, elle s'est trouvée doublée d'une scientificité qui a fait qu'on s'est dit, eh bien, on va demander à la science de résoudre la totalité des problèmes. Il a fallu arracher les haies, il a fallu pratiquer le remembrement, il a fallu multiplier les tracteurs, arrêter le cheval, multiplier les tracteurs, et puis multiplier la puissance des tracteurs. Jadis, le paysan avait un soc à sa charrue, 2 socs, 3. Et puis aujourd'hui, on a 10, 20, 30, 40 socs, avec des moteurs de tracteurs qui sont quasiment des moteurs de fusée. Vous pouvez arracher la terre, ou vous pouvez massacrer la terre. À l'époque, il fallait la force d'un homme, la puissance d'un cheval, la puissance d'un soc. Vous creusiez et naturellement, vous retourniez ce que l'on pouvait retourner de la terre. On n'allait pas chercher le fin fond de la terre, au-delà de la terre, en brutalisant la terre. Il s'agissait juste d'aérer, de retourner la terre. Aujourd'hui, on massacre la terre, parce que simplement, on ne sait plus ce qu'elle est. Et on le voit, et on le sait. Et heureusement, les écologistes nous ont expliqué aujourd'hui que nous avions ravagé la Terre. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cet oubli de la Terre, à ce mépris de la Terre, à ce mépris du cosmos, à cette incapacité à décoder les informations qui nous sont données par le ciel pour pouvoir trouver des raisons d'être, des raisons d'exister ou des raisons de trouver une place dans notre nature. Le savoir empirique permettait aux individus de ne pas aller chercher dans les livres ce qu'il y avait à savoir du monde. Un paysan, il pouvait ne pas savoir lire les livres, pourvu qu'il sache lire la nature, pourvu qu'il sache interpréter justement la couleur du ciel, le rosé qui se trouve autour du soleil quand la nuit va tomber et qui va nous renseigner sur le temps qu'il va faire demain ou après-demain, ou l'observation qui lui permet de savoir que s'il y a Noël au balcon, ce sera Pâques au tison. Le folklore, c'est-à-dire la logique du peuple,
Le folklore est quelque chose d'intéressant, mais qui s'est trouvé méprisé. On a estimé que c'était des trucs de paysans, que c'était des sentences bonnes à rapporter comme ça pour plaisanter, mais c'était une sagesse empirique. Noël au balcon, Pâques au tison, ça veut dire que s'il fait bon et chaud à Noël, eh bien, on aura froid à Pâques. C'est-à-dire, si au solstice d'hiver il se passe quelque chose, alors il se peut qu'au solstice d'été ou à l'équinoxe de printemps, eh bien, on aura ceci parce que c'est ainsi que fonctionne le cosmos. Ce sont des sagesses, ce sont des savoirs. Et les anciens transmettaient aux jeunes. Et ils ne disaient pas, il va falloir que tu lises machin, bidule, un tel ou tel autre. Ils faisaient savoir, une fois. Quand le vieux parlait, il avait parlé. C'était pas la peine de lui demander de dire une deuxième fois ou une troisième fois. Il avait parlé. Le jeune écoutait. Et si l'ancien disait, c'est qu'il y avait une expérience et on ne méprisait pas l'expérience. Quand Ampatebe, qui est un écrivain malien, nous disait que un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'était extrêmement intéressant comme formule. Cette façon de dire, mais dans une civilisation orale, qui était celle de l'Afrique et qui l'est encore aujourd'hui, dans une civilisation orale, ce sont les anciens qui sont porteurs du savoir. Quand nous avons commencé à écrire, nous avons perdu de la mémoire. On a fait confiance aux livres, on a fait confiance au papier. Alors je ne vous dis pas quand on a commencé à enregistrer, quand on a commencé à mettre tout ça sur des cassettes, puis sur des CD, puis sur tous les supports numériques aujourd'hui qui font que c'est là. C'est pas la peine de savoir, puisqu'on sait que c'est là. Le jour où on aura besoin d'aller chercher, on ira chercher, sauf qu'on va jamais chercher. Et qu'on a entretenu avec le savoir une relation de décadence. Umberto Eco avait écrit un tout petit texte qui s'appelait De Bibliotheca, des bibliothèques, et qui avait été d'ailleurs édité par un tout petit éditeur de Caen qui s'appelait l'Échoppe, qui faisait un très beau travail d'éditeur avec des beaux objets. Et effectivement, dans ce petit texte qui m'avait intéressé à l'époque, dans les années 80, je crois, Umberto Eco disait le jour où on a eu le photocopieur, on n'a plus lu. Parce qu'à l'époque où on allait dans une bibliothèque où il n'y avait pas de photocopieur, il fallait lire le livre et recopier ce qu'on avait à recopier ou faire une synthèse, prendre des notes sur ce qu'on avait lu. Et on lisait, on était obligé. Si vous sortiez de la bibliothèque et que vous n'aviez pas le droit d'emporter le livre, il fallait bien que vous puissiez prendre des notes ou éventuellement recopier des passages importants. Quand on s'est mis à photocopier, on s'est dit, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas photocopier. Jadis, on n'allait pas écrire 50 pages ou recopier 50 pages. On avait le talent pour la synthèse ou pour les notes, mais à partir du moment où il y a eu le photocopieuse, on s'est dit, je photocopie le livre. Et puis je le prends avec moi, j'emmène chez moi et je ne le lis pas. C'est-à-dire que l'augmentation des techniques a produit cet effet sidérant que nous avons perdu la mémoire. Nous n'avons plus regardé ni les choses, ni le monde, ni les livres même, parce qu'on s'est dit qu'on avait ça quelque part et que le jour où on aurait besoin d'aller chercher cette information, eh bien, on saurait où aller la chercher. Sauf qu'on oublie même qu'on a cette information et donc il n'y a pas de raison qu'on aille chercher quelque chose qu'on aura franchement oublié. Donc effectivement, il y a un moment donné où la civilisation orale est remplacée par la civilisation écrite. Certes, on est capable d'écrire à l'époque du Christ, mais tout le monde n'écrit pas. Il y a des scribes, l'équivalent du scribe égyptien, quelques-uns savent écrire, quelques-uns savent lire, et pas les autres. Et d'ailleurs, c'est une civilisation vers laquelle on va. Nous allons vers une civilisation de type égyptien, où quelques-uns aujourd'hui savent encore écrire, savent encore lire, savent encore calculer, de tête, je dirais, parce que les autres le savent de moins en moins. Et puis qu'on tolère des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de style, que des gens qu'on estime aujourd'hui être des grands écrivains sont des gens qui maîtrisent mal la syntaxe, ou qui brutalisent la syntaxe, ou qui ne savent pas écrire correctement le français, ou qui écrivent avec un spectre de 400 ou de 500 mots. Et donc effectivement, nous sommes dans une relation de délicatesse à l'endroit de l'écriture, sauf que la civilisation de l'écriture a produit ses effets. Elle a produit ses effets parce que pendant très longtemps, s'il y avait des livres, c'était des objets qui étaient d'abord extrêmement coûteux. Ça coûtait horriblement cher. Ça pouvait coûter l'équivalent d'une voiture aujourd'hui, si vous voulez un équivalent. Et donc, très peu de gens avaient la possibilité d'acheter des livres et encore moins d'avoir des bibliothèques. Mais il y a eu un moment où, effectivement, ça s'est simplifié, tout ça. Je parle de l'époque où il fallait recopier les livres à la main, entendons-nous bien. L'imprimerie a tout changé, l'imprimerie a tout modifié. Et de manière assez singulière, le premier livre imprimé, vous le savez, c'est la Bible de Gutenberg, 1452. Eh bien, le premier livre imprimé en France, en 1476, c'est La Légende dorée, dont je vous ai déjà parlé, le fameux livre de Jacques de Voragine, qui est le best-seller médiéval, qui est le livre dans lequel les curés vont chercher toutes leurs informations pour fabriquer leurs sermons. Et il n'est pas étonnant
que le premier livre, c'est-à-dire la possibilité de multiplier des informations à destination de gens qui pouvaient accéder aux livres, beaucoup plus que les bibliophiles d'avant, eh bien que ce soit, comme par hasard, Jacques de Voragine. C'est-à-dire que le livre qui aurait pu être une occasion de nous ramener à la nature devient une occasion terrible de nous éloigner de la nature. On ne va donc plus regarder le ciel, la nature, le monde. On va commencer à lire le livre qui va nous dire ce qu'est le monde. Plutôt que de sortir sur le pas de sa porte et d'aller regarder la Voie lactée, on va lire un livre qui va nous dire ce que c'est que la Voie lactée. Et on va commencer à commenter des livres. Et la philosophie ou la sagesse, ça va devenir ça. Le commentaire de commentaires de commentaires. C'est ce que Montaigne appelle l'entreglose, la glose et l'entreglose. Gloser sur, c'est dire, voilà, machin a écrit ça, je pense ceci de cela. Et puis après, on dit, machin a écrit ça, et machin pense ça de ce qui a été écrit. Moi, je pense ça de ce que machin a dit. Et toutes les bibliothèques se sont remplies de commentaires qui ont éloigné le monde. Et qui ont éloigné les gens du monde aussi, et les gens du livre. Il y a un moment donné où le livre est devenu une activité en soi, c'est devenu une affaire d'intellectuels. C'est devenu une affaire de philosophes, c'est devenu une affaire de spécialistes, c'est plus devenu une affaire d'humains qui auraient pu dire « mais moi, je suis intéressé par le livre parce que le livre va m'apprendre des choses sur le monde. Et en tant qu'il m'apprend des choses sur le monde, le livre est mon compagnon. » Non. On s'est mis à se fâcher, et je le comprends. Et je comprends qu'on puisse se fâcher avec des livres qui enseignaient à prendre des distances à l'endroit du monde. Ces livres qui sont devenus des objets beaucoup plus courants ont rendu possible un mouvement essentiel qui est celui de la Renaissance, comme vous le savez. C'est-à-dire que la Bible, ça veut dire très précisément le livre. Biblion, c'est le livre. C'est une façon de vous dire qu'on n'a pas besoin d'autres livres. Les monothéismes sont des religions qui se construisent sur un livre qui exclut tous les autres livres, sauf les livres qui vous diraient que le livre est le seul bon livre. C'est-à-dire que les bons livres pour un juif, ce sont les juifs qui commentent le Talmud. Les bons livres pour un chrétien, ce sont les livres qui commentent la Bible. Et les bons livres pour un musulman, ce sont les livres qui commentent le Coran. Si ce sont des livres qui sortent de ces gloses ou de ces entregloses, alors ce sont des livres qu'on condamne. Ce sont des livres qu'on méprise. Donc la Renaissance a été l'occasion de nous dire qu'on n'avait pas besoin forcément d'aller demander aux livres, aux seuls livres, de nous dire la vérité, mais on allait pouvoir demander aux autres livres. C'est-à-dire que les chrétiens vous disent « allez voir la Bible, elle vous dira la vérité sur le monde ». La Renaissance vous dit « mais il n'y a pas que la Bible ». Et vous pouvez, si vous êtes un paysan, si vous êtes un agriculteur, lire Columelle. Si vous êtes un architecte, vous pouvez aller voir Vitruve. Si vous êtes, ce que vous voudrez, vous trouverez toujours un individu dans l'Antiquité qui a écrit sur l'agriculture, qui a écrit sur l'architecture, ou qui a écrit sur la médecine. On peut lire Hippocrate ou Galien si vous êtes médecin. On peut lire tout ce que vous voudrez. Vous trouverez dans les livres le savoir du monde. Et ce savoir du monde nous éloigne du monde. C'est un moment essentiel, évidemment, le livre, mais c'est en même temps une occasion de nous dire que la vérité du monde est dans les bibliothèques. Il y a des individus qui sont à la jonction de ces moments-là, c'est-à-dire la fin de l'oralité et le début de la civilisation écrite. Je songe à Montaigne. On pourrait dire c'est le dernier des anciens ou c'est le premier des modernes, mais on pourrait dire les deux en même temps. C'est le dernier des anciens et en même temps le premier des modernes. C'est le dernier des anciens parce que Montaigne nous le dit très précisément dans les essais, il n'a jamais écrit les essais. Montaigne le dit à 3 reprises, il les a dictés. Et donc c'est pas exactement la même chose de se mettre à sa table et de faire un texte avec une plume et de marcher dans sa tour. Faites un tour à la tour de Montaigne, vous verrez, c'est un bel endroit. On peut imaginer Montaigne avec ce qu'il appelait sa librairie. La librairie de Montaigne, c'est une bibliothèque de 1000 livres. C'est pas beaucoup. Mais c'est pas la même chose d'écrire en face à face avec le papier, je dirais, et puis de raconter en marchant avec quelqu'un qui note, avec un scribe. C'est-à-dire qu'une parole, quand elle est écrite, ça n'est pas exactement la même chose qu'un écrit quand il est juste écrit. Pendant très longtemps, la lecture, c'est une chose qu'on ne sait pas faire à voix basse. C'est Saint Augustin, il est l'un des premiers à lire à voix, même pas à voix basse, mais de faire de la lecture silencieuse, et les gens le regardent comme une espèce de monstre de foire, en disant mais il fait quoi ce type? Il est capable, il lit et en même temps il ne dit pas, il ne parle pas, parce qu'il était capable d'intégrer cette idée que la lecture c'était une lecture silencieuse, c'était donc une affaire entre soi et soi. C'était pas du tout une affaire entre soi et les autres. Le texte était écrit, si je lisais à haute voix, c'est parce que quelqu'un devait l'entendre.
Et donc il y avait une transmission qui restait orale. Le texte était resté finalement un témoignage. Le texte va devenir une fin en soi. Et en tant qu'il devient une fin en soi, eh bien effectivement, il nous invite à ne plus regarder le monde, et on ne voit plus le monde véritablement tel qu'il est ou tel qu'il fonctionne. Cette question de l'oralité, elle fonctionne avec la lumière naturelle, de la même manière que l'écriture fonctionne avec la lumière artificielle. On peut évidemment lire encore aujourd'hui à la bougie, mais si on fait un grand mouvement de retour sur notre civilisation, et plus que notre civilisation, je dirais sur notre histoire, de la grotte la plus ancienne jusqu'à Versailles, d'une certaine manière, on utilise des bougies, on utilise des flambeaux pour les grottes préhistoriques. J'en ai vu, j'ai eu la chance d'aller avec quelques amis dans la grotte Chauvet, et on voit encore au sol des traces de feu et des traces de torches qui ont été utilisées, des morceaux de bois qui ont été probablement enduits d'huile et puis allumés et qui ont servi à des individus qui les ont jetés, et puis on les retrouve comme ça, comme si elles avaient été jetées la veille au soir. Jusqu'aux bougies qu'à Versailles on allume pour illuminer la Galerie des Glaces, eh bien, vous avez la lumière artificielle. Cette lumière artificielle, elle trouve modestement la nuit. Vous savez, si vous avez une panne d'électricité et que vous allumez des bougies, ou si vous êtes en amoureux et que vous allumez des bougies, vous voyez bien effectivement que la bougie ne fait pas reculer la nuit. Elle fait un petit trou dans la nuit, une petite zone qui vous permettra d'éclairer votre table ou d'éclairer une toute petite zone, mais la nuit reste puissante. La nuit, ça reste la nuit des forêts, ça reste la nuit des animaux, c'est-à-dire c'est le moment où il faut tout craindre. Tout est susceptible d'être dangereux. L'animal se demande si un autre animal plus puissant que lui ne va pas venir le dévorer, ne va pas venir l'inquiéter. Donc effectivement, Louis est dans un autre état. Et effectivement, il entre dans la nuit une façon particulière de concevoir le monde ou de concevoir les choses. Cette façon de voir les choses, elle a été bien pensée par un philosophe dont on ne parle pas assez, qui s'appelle Gaston Bachelard. Je voudrais vous entretenir un petit peu parce que d'abord, c'est un Bourguignon qui est resté fidèle à sa Bourgogne, fidèle à son accent bourguignon. Il y a quelques images de lui et quelques enregistrements et quelques films de lui. C'est un personnage qui a un accent terrible et qui a une longue barbe blanche, des longs cheveux blancs également, et qui est un vieux sage, qui est une espèce de philosophe de l'Antiquité perdu au XXe siècle, qui a commencé par livrer des colis à la poste, qui a passé quelques concours, quelques examens, et puis qui est devenu professeur de philosophie, puis qui a fini professeur d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie des sciences à la Sorbonne. Et il y a une partie d'épistémologie chez Bachelard. Il a pensé la théorie euclidienne, il a pensé la question de Newton, la question du temps, enfin bon, des choses un peu pointues sur le terrain de la physique, mais il a pensé les éléments. Il a pensé la terre, l'eau, le feu, il a pensé les nuages, il a pensé des choses qui finalement étaient les choses d'avant la lumière artificielle. Et il a notamment pensé la question du feu dans plusieurs ouvrages, notamment un livre qui s'appelle La psychanalyse du feu en 1938 et un autre qui s'appelle La flamme d'une chandelle en 1961. Ce sont deux mondes et il a raison de nous dire que quand on n'a pas connu l'un, on ne sait pas ce qu'il rendait possible. Quelle connaissance du cosmos et du monde nous pouvions avoir dans un monde qui s'éclairait à la bougie, c'est-à-dire dans un monde dans lequel le jour et la nuit faisaient encore la loi. Aujourd'hui, ce ne sont pas les alternances du jour et de la nuit qui font la loi, ce sont nos montres. Et ce sont nos montres qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, parce que nous sommes dans un temps chronométré. Nous sommes dans un temps mécanique, nous sommes dans un temps social. Et le jour où on dit vous allez dormir 1 heure de plus ou vous allez dormir 1 heure de moins, tout le monde remet sa montre à l'heure. Et le lendemain matin, s'il faut dormir 1 heure de moins, comme on dit, évidemment on n'a pas dormi 1 heure de moins, ou dormir 1 heure de plus, évidemment on n'a pas dormi 1 heure de plus, simplement on a changé le comptage. Eh bien, on voit bien que ce comptage-là, il est devenu le temps lui-même, puisqu'on a intégré cette idée qu'on dormait 1 heure de moins. On ne dort pas 1 heure de moins. Quand on dit à 2 heures, il soit 3 heures. Non, à 2 heures, vous n'avez pas perdu 1 heure de sommeil quand vous passez de 2 heures à 3 heures. Si je prends ma montre tout de suite, je peux avancer de 3 heures, ça ne va rien changer au temps. Ça va changer à la mesure du temps. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus en relation avec le temps réel et véritable, mais nous ne sommes plus en relation qu'avec le temps mesuré, qu'avec le temps chronométré, qu'avec le temps social.
C'est le temps qui fait que, eh bien, le lendemain matin, quand il va falloir aller travailler, la plupart du temps c'est fait le samedi soir pour que vous ayez la possibilité de vous en remettre le dimanche, eh bien, si vous devez prendre à 8 heures, il faudra prendre à 8 heures, c'est-à-dire le temps du chronomètre, pas le temps de la nature. Parce que si vous avez avancé d'une heure, eh bien, vous pouvez imaginer que si vous arrivez en disant « Non, moi je reste à la vieille », comme disaient les anciens, je marche au soleil. Moi, j'ai connu des paysans qui disaient moi, je m'occupe pas de ces trucs-là, je marche à la vieille. Et la vieille, c'était même pas forcément l'heure officielle, c'était l'heure solaire. C'est-à-dire qu'il y avait l'heure décidée par Giscard d'Estaing, puisque c'est à lui qu'on doit ces horaires, des passages à l'horaire d'été, etc. Mais ces gens disaient oui, mais il y a déjà un horaire que Giscard nous fait changer, mais cet horaire, il est déjà pas le bon. Parce que, à l'heure naturelle, d'une certaine manière, il était, je ne sais plus, une heure de moins, une heure de plus. Enfin, il y avait une autre lecture du monde. Donc, nous avons quitté ce rythme-là, puisque le temps d'aujourd'hui, c'est le temps chronométré, ça n'est plus le temps cosmique. Nous sommes désindexés du temps cosmique et nous sommes désindexés également des connaissances que le ciel nous apportait à cette époque-là. Il y a deux mondes, et dans la psychanalyse du feu, Bachelard nous dit il faut avoir connu le feu de cheminée, la bougie, la lampe à pétrole, l'électricité domestique, elle écrase la nuit. Elle perce ou elle troue la nuit. Je dis qu'elle fait un peu reculer modestement, mais en même temps, elle tue la nuit. La nuit véritable vous dit autre chose et autrement. Quand il meurt, Gaston Bachelard, il laisse en route un petit livre qui s'appelle Poétique du feu, qui était l'occasion pour lui de réfléchir sur le rôle que la nuit avait dans la production de l'imagination. Si vous êtes chez vous dans une lumière artificielle, avec des néons, avec la télévision, avec la lumière d'une lampe de chevet, si vous ajoutez la lumière de votre tablette ou de votre téléphone, effectivement, vous avez une multiplicité de lumières qui sont autant d'ondes qui entrent en relation avec vous. Des gens qui sont très sensibles à cette question, mais qui oublient quand même qu'en permanence, les lumières sont des ondes et qu'effectivement, il y a des ondes partout et en tout et en permanence et que nous baignons dans un réseau d'ondes qui n'est pas sans relation sans relation avec notre corps, avec notre système nerveux, avec notre système neurovégétatif. Le temps naturel de la nuit naturelle et du jour naturel était un temps où les corps n'étaient pas exposés à ces énergies toxiques, dangereuses, parasitaires pour le corps. On ne sait pas encore exactement dans quelle mesure, mais on le suppute, on le suppose. Et puis dangereuse également pour le fonctionnement de l'imagination. Il y a une belle gravure de Goya où on voit un individu, la tête dans les bras posés sur la table, et puis on voit la nuit qui génère tous ces songes. Et on voit des oiseaux, des corneilles, des choses un peu bizarres, des chauves-souris. Oui, la nuit est le lieu de l'imagination. Le lieu dans lequel l'imagination se constitue. C'est-à-dire les pensées se constituent. S'il n'y a plus de nuit naturelle, il n'y a plus d'imagination. Il n'y a plus de pensée véritable. Il y a simplement une façon d'obéir à des injonctions lumineuses, exactement de la même manière que les poules obéissent à des injonctions lumineuses dans des endroits où on leur demande de pondre ou de ne pas pondre. On allume, elles pondent. On éteint la lumière, elles arrêtent de pondre. On allume, elles pondent. On éteint la lumière, elles arrêtent de pondre. Si elles s'occupent de la nature, eh bien, elles pondent en relation avec le système solaire. Si vous les isolez du système solaire et que vous les mettez dans des hangars où il n'y a que de l'électricité naturelle, eh bien, vous allez pouvoir imiter la nature. Et si vous faites se lever 2 fois le soleil dans la journée parce que vous allez allumer 2 fois vos lampes électriques, eh bien, vous allez produire 2 pontes. Et il est bien évident que quand vous avez 2 pontes au lieu d'une, si l'argent fait la loi et que vous êtes dans une logique libérale, vous n'avez peu importe que vous ayez déréglé les poules, puisque de toute façon vous allez pouvoir produire 2 œufs là où en temps normal, naturellement, la poule aurait produit un œuf. Eh bien, d'une certaine manière, réfléchissez-y, on est un peu dans la configuration de poules dans ces hangars qui obéissent à l'extinction des feux ou à l'allumage des feux. Il nous arrive de pondre trop d'œufs ou de ne pas pondre les bons œufs, simplement parce qu'effectivement, les invitations de la lumière naturelle sont des invitations à ne pas penser, des invitations à obéir, des invitations à ne pas imaginer, des invitations à faire ce que la lumière exige que vous fassiez. Levez-vous, couchez-vous, travaillez, reposez-vous, etc., etc. C'est-à-dire qu'on nous conduit par la lumière. Si vous changez de lieu rapidement avec un avion, eh bien évidemment, vous allez vous retrouver dans un endroit où il va y avoir une collusion
entre votre rythme naturel et le rythme culturel, entre le chronométrage de votre corps, la fameuse chronobiologie, et le chronométrage social, parce qu'effectivement, il vous faudra un certain temps, on dit 1 heure pour une journée, mais pour vous recaler. Au temps où on se déplaçait au pas d'un homme, et où on allait de Brest à Vercoyansk, par exemple, eh bien, au fur et à mesure, tous les jours, le corps pouvait se faire assez léger décalage, parce que la lumière ne brutalisait pas, ne violentait pas le corps. Aujourd'hui, comme on va à la vitesse que vous savez, la vitesse des avions, 1000 km/h, eh bien, vous arrivez dans un endroit où effectivement vous avez brutalisé la lumière, du moins votre rapport à la lumière, et vous voyez bien, nous voyons bien dans ces cas-là, que la lumière nous détermine, qu'elle nous conduit et que la lumière artificielle fait la plupart du temps la loi. Il nous dit, Gaston Bachelard, que le feu génère notre imagination et que systématiquement, en présence du feu, vient la rêverie. Il est professeur à la Sorbonne et il a cette phrase magnifique, il dit « Je préfère manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu le matin ». Manquer, ça ne veut pas dire passer à côté, ça veut dire rater. C'est-à-dire, et ça peut arriver, si vous avez un peu l'habitude des cheminées, il arrive de temps en temps que, bon, voilà, vous préparez votre cheminée, le papier, les bûchettes, le petit bois, et puis vous allumez, et puis ça marche pas. Vous savez pas pourquoi ça marche pas. Habituellement, ça marche, mais cette fois-ci, ça marche pas. Et il y a un savoir-faire. On peut allumer une feuille de papier, on peut la monter dans le courant de la cheminée, dans le conduit de la cheminée pour chauffer un petit peu. Et puis il y a une espèce d'appel. Puis les anciens savaient expliquer pourquoi on ratait les feux ou pourquoi on les réussissait. Et il y a des moments où ça ne marche pas. Eh bien, c'est une sagesse. Et dans la psychanalyse du feu, il dit « La contemplation du feu nous ramène aux origines même de la pensée philosophique ». Et je crois qu'il a raison. Si vous essayez de vivre selon ce principe, eh bien, vous verrez que, et ça vous est arrivé, entre copains, ou jadis, ou quand vous étiez jeune, ou parfois dans des soirées où vous faites un feu sur un bord de plage ou dans la campagne, vous apercevez qu'autour du feu de bois, vous n'êtes plus le même. Et dans la poétique du feu, je dirais, dans les bruits, dans les craquements, dans les lumières, dans les flammes, dans les flamèches, dans le feu qui s'effondre, il y avait plein d'informations qui nous renvoyaient ou qui nous renvoient à des choses qui sont encore présentes en nous. Et pour Bachelard, ces choses qui sont encore présentes en nous, c'est le noyau dur de la pensée. Bachelard a des considérations un peu autobiographiques, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il a toujours mélangé la pensée, la réflexion, et en même temps sa propre existence. Il nous parle du feu allumé par son père dans sa chambre d'enfant, par exemple, quand il était malade, des bûches dressées sur le petit bois, il nous parle de la poignée de copeaux glissée entre les chenets, du feu qui était la tâche du père. Et le père transmettait un jour ce savoir et à 18 ans, il permettait au fils de faire le feu à son tour. Il nous parle de l'art de tisonner, c'est-à-dire d'utiliser le tison pour rapporter, pour déplacer le feu, pour le mettre en présence d'un courant d'air, pour ramasser les braises, pour concentrer une chaleur ou pour disperser ces chaleurs. Vous le savez, si vous avez fait des viandes grillées ou ce genre de choses, ce qu'est l'art véritable de tisonner. Il nous parle de sa grand-mère qui cuisinait dans une marmite qui était accrochée à la crémaillère, dans la cheminée. Il nous dit qu'il y avait des pommes de terre qui étaient là cuites pour les cochons, qu'il y avait aussi des pommes de terre plus fines, mais qui étaient réservées aux humains. Il parle des œufs frais qui cuisaient sous la cendre et de la goutte d'eau qui pétille sur la coque et qui signale que l'œuf est cuit, ou la gaufre qui cuit dans la braise. Il dit « Alors oui, je mangeais du feu, je mangeais son or, son odeur, et jusqu'à son pétillement, tandis que la gaufre craquait sous mes dents. » Il parle également du brûlot, qui était une espèce de fête. Et je me souviens que chez mes parents, il y avait le même genre de cérémonie avec le vin chaud. Il y avait un moment donné où j'avais un père extrêmement sobre, qui ne buvait pas, mais il y a un moment donné dans l'année, c'était l'hiver, où il y avait le moment du vin chaud. Donc on mettait du vin dans une casserole, on mettait du sucre, et puis on faisait cuire, chauffer. Et il y a un moment donné, pour brûler l'alcool, on flambait. Et puis on ajoutait de l'eau, et puis on buvait tout ça, et c'était le signe de la fête de Noël. Eh bien, il y avait chez Bachelard ce souvenir du brûlot, et le brûlot, c'était une fête d'hiver au cours de laquelle le père imbibait du sucre, un marc avec lequel il avait fait du calvados ou un alcool, ça pouvait être un alcool de fruits. Il flambait le tout pendant que la mère éteignait la suspension. À ceux qui n'auront pas vécu, je ne suis pas sûr que ces images diront quelque chose, mais à ceux qui auraient vécu, je pense effectivement qu'immédiatement, on entre dans le monde de l'enfance, dans le monde de la jeunesse, dans le monde proustien, des souvenirs, de la mémoire, et on retrouve des sensations, des émotions, des perceptions qu'on aurait probablement cru perdues, mais que finalement on trouve certes bien vivantes, simplement parce que l'imagination est là, qui a rendu possible ces images qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller solliciter,
qu'on peut solliciter pour justement les retrouver à demeure. Elles sont là. Il nous fait des analyses générales en même temps, c'est-à-dire indépendamment des éléments biographiques, autobiographiques, il produit des pensées, et ces pensées sont autant d'occasions pour lui de générer ce qu'il appelle des complexes. Il parle du complexe de Prométhée, par exemple. Il nous dit que Prométhée, c'est celui qui vole le feu, et il y a une espèce de tropisme ou de tension en nous qui nous fait vouloir savoir autant, voire plus que les pères. Le complexe d'Empédocle, on a déjà parlé d'Empédocle, ce philosophe présocratique qui s'est suicidé en se jetant dans l'Etna, pendant que l'Etna régurgitait sa sandale. Donc, complexe d'Empédocle. Le complexe de Novalis, qui permet de voir que l'invention du feu est en relation avec le frottement et que ce frottement est en relation avec la sexualité. Le complexe de Pantagruel, qui montre que l'aliment se décompose dans le corps pour devenir feu et que le feu se nourrit d'astres. Ce ne sont pas seulement des façons poétiques de penser, puisque vous voyez que le feu qui se trouve dans l'aliment, qui pourrait être mis en relation avec le feu qui vient des astres, chez Pantagruel, donc le héros de Rabelais, comme vous savez, tout ça renvoie à cette idée extrêmement simple et évidente que si vous avez des aliments dans votre assiette, eh bien ils ont été rendus possibles par la lumière solaire. Il n'y a pas d'animaux sans la végétation qui les rend possibles, il n'y a pas de végétation sans la photosynthèse qui, elle, exige le soleil, donc la vie, c'est le soleil. La lumière, c'est le soleil. Et le soleil rend possible la vie des mammifères qui, eux, se nourrissent d'herbes, c'est aussi la vie, et nous nous nourrissons de mammifères, et c'est encore une fois la vie, de sorte que Bachelard n'a pas tort de nous dire que ce que nous ingérons, ce sont des fragments d'astres. On est toujours dans cette configuration de l'étoile qui s'effondre sur elle-même et d'où nous participons. Il disserte sur le feu de l'alcool, sur l'eau de vie, sur l'eau de feu, ou sur ce qu'il appelle le complexe d'Hoffmann, qui renvoie à des combustions spontanées. On ne parle plus de ça aujourd'hui, non pas que les gens aient cessé d'être alcooliques, mais on racontait souvent que des gens qui étaient extrêmement imbibés d'alcool buvaient, et que de temps en temps, et il faut pas seulement boire une soirée, mais que c'était des alcooliques notoires, et que le matin, ils rechargeaient la batterie en remettant de l'alcool, et qu'il arrivait de temps en temps à ces gens-là, quand ils passaient devant des cheminées, d'exploser et de disparaître d'un seul coup. Et donc, pouf, est tellement bu qu'il n'y avait plus rien du tout, combustion spontanée. Pendant très longtemps, on a cru aux combustions spontanées. Mettez ça en relation avec une civilisation sans lumière. Et ce serait très intéressant de voir ce qui se cache derrière des gens qui disparaîtraient définitivement. C'est facile de disparaître dans la nuit. Quand vous êtes dans une maison et qu'il y a juste un foyer et que vous vivez là, c'est très facile de vous en aller, de disparaître et de ne laisser aucune trace. L'idée qu'il y aurait des combustions spontanées sont autant d'occasions de réfléchir sur des fausses causalités. Vous avez une femme qui en a marre ou un mari qui en a marre, eh bien, vous disparaissez, vous vous en allez et vous quittez votre famille. Si vous retournez et que vous voyez que votre mari n'est plus là, vous pouvez imaginer qu'il a disparu d'un seul coup. Et comme il y a du feu, qu'il avait bu, combustion spontanée, il a explosé, il a disparu, plus personne, etc. Donc, il se fait que la combustion spontanée a été suffisamment un fait divers pour que Bachelard puisse consacrer le fameux complexe d'Hoffmann pour expliquer comment des gens, pendant très longtemps, ont cru à ce genre de choses. Je vous disais aussi qu'il avait consacré un petit livre qui s'appelait à cette question du feu et qui s'appelait La flamme d'une chandelle. Et partout ailleurs dans l'œuvre de Bachelard, il y a des considérations sur la tarte au citron, sur le marteau du maréchal Ferrand, sur le grenier et sur la cave. Extrêmement intéressant aussi. Une maison, c'est pour lui, c'est une maison qui a une cave et qui a un grenier. Aujourd'hui, on a plein de maisons qui n'ont ni cave ni grenier. D'abord des appartements, mais aussi d'autres maisons neuves qui n'ont pas vraiment des caves. Vous avez éventuellement une espèce de sous-sol bétonné, mais c'est pas une cave. Une espèce de garage où vous mettez un peu de tout. Vous mettez du vin, vous mettez la tondeuse, vous mettez la voiture, votre femme quand elle vous ennuie, les croquettes pour les chiens, tout ce que vous voulez, les bouteilles vides, les poubelles en attendant que ça passe ou je ne sais quoi. C'est pas une cave, ça. Et Bachelard réfléchit sur cette idée de la cave. Qu'est-ce que c'est que la cave? C'est la terre. Et c'est une espèce de grotte qui est faite dans la terre, une cave véritable. C'est une cave dans laquelle vous pouvez mettre des alcools, donc du feu. Et ces alcools sont en relation avec la terre. Si vous mettez un fût de Calvados, par exemple, ou d'Armagnac ou de Cognac, dans une cave, une véritable cave avec de la terre, eh bien, suivant l'endroit où vous allez la placer, si vous avez du courant d'air, ou si vous n'avez pas de courant d'air, si vous avez une cave sèche ou si vous avez une cave humide, eh bien, vous allez enlever à l'alcool soit de l'humidité, soit de la sécheresse. Vous allez sculpter votre alcool.
Et il va falloir faire de l'houillage, c'est-à-dire remettre de l'alcool dans votre calvados pour que vous puissiez disposer de suffisamment de liquide. Sinon, il y a ce qu'on appelle la part des anges, c'est-à-dire ce qui s'en va au ciel vers les anges. Et comme les paysans normands sont incapables de perdre un peu d'alcool pour gagner un bon alcool, parce qu'ils préfèrent un bon litre de mauvais calva plutôt que 20 centilitres d'un vrai bon calva, eh bien, on n'a pas de bon calva en Normandie parce qu'on est incapable d'accepter le principe de la part des anges. Eh bien, la part des anges, c'était l'occasion de voir comment fonctionne la cave, ce qu'elle rend possible. Et la même chose avec le grenier. Il y avait des greniers jadis qui étaient les greniers de l'enfance. On avait mis des trucs du père, du grand-père, les cahiers d'école, des objets divers, des correspondances amoureuses, des vieux livres, des objets, des trucs qu'on voulait pas acheter, des vêtements, et tout ça s'entassait. Il y avait de la poussière qui s'installait là-dessus, et puis d'un seul coup, c'était un autre monde. Et la vie, elle se passait entre la cave et le grenier, de manière métaphorique, et pas seulement de manière réelle, c'est-à-dire entre les profondeurs de la terre et puis quelque chose qui est sous les toits, à proximité avec le ciel et la chaleur et le soleil qui cogne. Et ceux qui n'ont pas connu les journées passées dans les greniers parce qu'il y fait chaud et qu'on y entend les mouches et qu'il y a la chaleur de l'été, qu'on est en train de se salir les doigts avec de la poussière et de découvrir le monde d'antan, eh bien, sont des gens qui ne savent pas ce qu'est véritablement la vie, qui ne pourraient pas avoir de relation avec le temps, parce que si on ne sait pas ce qu'est le passé, si on ne sait pas ce qu'est le présent, il y a beaucoup de difficultés pour imaginer un futur pour ces gens-là ou pour ces enfants-là. Donc, ce sont autant d'occasions de réflexion chez Bachelard, mais aussi sur la maison natale, sur l'arbre, sur la chambre, le nid, le puits, le vin, la cire, la nuit, le ruisseau ou la solitude méditative de qui lit avec une bougie sans quelque chose comme les heures qui ondulent, nous dit Bachelard. C'est-à-dire que si vous lisez à la flamme d'une chandelle, il y a effectivement quelque chose qui touche au temps. Ça n'est plus exactement le même temps. C'est-à-dire que cette pensée de la lumière, cette pensée du feu, cette pensée du feu de cheminée, de la chandelle, etc., n'est possible que chez un homme qui a connu les deux mondes. Il a fallu un Bachelard qui a connu ce monde de la bougie et le monde de l'électricité pour penser ce que ça a produit comme effet, ce que nous avons perdu avec l'électricité ou avec l'abandon de la lumière naturelle, de la vie selon les principes de la lumière naturelle qui nous permettait d'entretenir avec la nuit une relation que nous n'avons plus. Nous conjurons la nuit, nous congédions la nuit. Et plein de gens ont des problèmes avec la nuit, ils ne peuvent pas dormir vraiment dans la nuit. Il leur faut une petite entrée de lumière, il leur faut une petite veilleuse, il leur faut un petit quelque chose, parce que la nuit les angoisse. Un peu comme la dame du premier jour qui nous parlait de son frère qui était angoissé par la forêt. Effectivement, il y a des angoisses dans la forêt, chez qui n'est pas serein ou calme avec lui-même, tout comme il y a des angoisses à l'endroit de la nuit chez celui ou celle qui n'est pas en paix ou au calme avec lui-même. Je voudrais parler un petit peu aussi de cinéma. Je ne parle pas beaucoup. Et on a la possibilité de convoquer un réalisateur qui s'appelle Georges Rouquier, qui est né en 1909 et qui est mort en 1989. Et Rouquier est connu pour avoir fait deux films. Le premier qui s'appelle Farbik en 1946 et le second Big Far en 1983, avec une sortie en 84. Je ne suis pas tellement amateur de cinéma parce que ça a été l'occasion d'un grand art, Méliès et quelques autres. Et puis c'est devenu une grande industrie. Et c'est devenu aujourd'hui le support à une grosse idéologie. C'est-à-dire, nombre d'informations ne sont tenues par les gens qu'à partir de ce que le cinéma raconte aujourd'hui. Les gens ignorent qui est Mozart, mais ils ont tous l'impression qu'après avoir vu Amadeus de Milos Forman, ils savent qui est Mozart. Et les gens pensent que le 6 juin 44, par exemple, eh bien, ce qui s'est passé véritablement, c'est ce qui est raconté dans le jour le plus long. Et c'est pas du tout ce que l'histoire raconte. Donc, évidemment, c'est devenu un support à idéologie qui est une occasion d'évincer l'histoire véritable. Le 6 juin 44, c'est pas du tout ce que le cinéma américain raconte dans Le jour le plus long. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce cinéma de Rouquier est un cinéma d'ethnologue ou d'ethnologie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il refuse les acteurs professionnels, il refuse les gens dont ce serait le métier de jouer un rôle qui ne serait pas le leur, et il s'en va tourner dans la campagne avec des gens qui jouent leur propre rôle. Il s'agit de dire, j'utilise ma caméra, mais allez-y, continuez, menez votre vie, je tourne, je filme, je raconte. Et Big Far est l'occasion de montrer ce qu'est le monde rural et ce qu'est l'effondrement de la paysannerie telle qu'elle a été vécue au temps de Virgile. C'est un film extrêmement intéressant parce qu'on y voit la disparition des campagnes, donc des feux de cheminée également et des bougies, la mort du local, la naissance du global,
la naissance des tracteurs, des moteurs, de l'électricité, du frigidaire, de la machine à laver, de tous les objets de consommation, qui sont des objets qui nous asservissent au monde, au capital, à l'argent, à la propriété. Il réfléchit sur ce qui se passe entre l'immédiate après-guerre et ça n'est pas étonnant, 1983, c'est-à-dire le moment où Mitterrand renonce au socialisme, en se convertissant au libéralisme, à l'Europe libérale, en nous disant qu'il faut une parenthèse, la fameuse rigueur, une parenthèse qui d'ailleurs n'est toujours pas fermée, du moins chez les socialistes, mais pas pour les plus pauvres ou pour les plus modestes. Il se fait que ce film est l'occasion de nous dire voilà ce qui s'est passé après la guerre, parce qu'après la guerre, les Américains sont arrivés ici, pas seulement parce qu'ils nous aimaient pour nous libérer, il s'agissait juste de faire la guerre ici parce que Hitler avait déclaré la guerre aux États-Unis, qu'il n'avait pas envie qu'avec les avions à réaction et la bombe atomique sur laquelle il travaillait, il ait les moyens d'aller mener sa propre guerre aux États-Unis. Donc les États-Unis sont venus en France en disant on va régler ce problème-là ici, mais ils sont pas venus en disant on n'est pas concernés du tout, on vous aime tellement qu'on vient pour vous aider et pour vous libérer du joug nazi. Il y avait un projet qu'on appelle l'AMGOT, on n'en parle pas beaucoup, mais qui était un projet d'administration de la France avec des élites militaires américaines qui ont été formées à Charlottesville. Et il s'agissait de faire de la France un État assujetti d'une certaine manière. Vous connaissez l'opération Overlord. Eh bien, cette opération Overlord, personne ne l'a traduit véritablement telle qu'il faudrait la traduire. Overlord, c'est suzerain. Ça veut dire suzerain. Quand les Américains donnent un nom à cette opération qu'on présente aujourd'hui comme une opération en faveur de la liberté, ils choisissent le mot suzerain. Donc il s'agissait de vassaliser la France. Mais la vassalisation de la France, elle se fait par le moteur. C'est-à-dire qu'avant-guerre, les paysans sont derrière leurs chevaux et marchent au pas d'un cheval. Après-guerre, les Américains vendent des tracteurs. Il y a un plan Marshall. Il y avait des Marshall. Mon père a conduit un tracteur, un McCormick, qui était présenté comme un Marshall. Je pensais que Marshall, c'était le nom du tracteur. En fait, non, c'était le nom du plan qui permettait aux Américains d'en finir avec la ruralité en France et de transformer l'agriculture en industrie. C'est-à-dire le monde rural s'effondre juste après la libération. Et le film montre effectivement ce que c'est que l'effondrement du monde rural de cette période, libération, jusqu'à 1983, c'est-à-dire l'hypermodernité dans laquelle Mitterrand, avec ses amis Jacques Attali et quelques autres, fait entrer la France en disant il faut se moderniser, il faut en finir avec les paysans, il faut en finir avec la paysannerie, il faut en finir avec la ruralité, vive la ville, vive Bernard Tapie, vive l'argent, vive l'industrie, vive la réussite sociale, vive la modernité, vive les trains, les TGV, et toutes ces choses formidables. Et ce film montre comment s'effondre ce monde-là. Et on voit bien comment, tourné en Aveyron, dans le Massif central, dans le Rouergue, il met en scène des gens qui vivent leur vie sur 2 ou 3 générations. On voit bien que les grands-pères et les grands-mères, par exemple, parlent l'occitan rouergat, le fils comprend mais ne le parle pas, et le petit-fils ne parle pas et ne comprend pas. Donc disparition des langues locales. On pourrait disserter sur les questions de langue locale, sur le fait que le breton, ça n'existe pas, qu'il y a des langues bretonnes, que le corse, ça n'existe pas, qu'il y a des langues corses, que l'occitan, ça n'existe pas, qu'il y a des langues occitanes, et que c'est par la suite, quand toutes ces langues ont disparu, qu'on a voulu les faire ressurgir, et qu'on a décidé que, eh bien, il y aurait un breton, un corse, un occitan, et ce sont des revendications jacobines, c'est assez paradoxal, jacobines de gens qui se prétendent girondins en disant il faut absolument restaurer ces langues que nous parlions. C'est pas vrai, on n'a jamais parlé en Bretagne, on n'a jamais parlé le breton. On a parlé en revanche le cornouaillais, le léonard, le trégorois, le vannetais, le guérandais, le gallo, etc., etc. Et on pourrait rentrer dans le détail de ces langues, mais je vais pas avoir le temps pour ces choses-là. C'est l'occasion pour Rouquier de nous parler du temps, de ce qu'était le temps à cette époque-là. Et il filme, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, mais il filme en accéléré les processus de germination. C'est-à-dire qu'il filme 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. pendant l'année, la Terre, et il monte en accéléré, et d'un seul coup, on voit ce qui se passe dans la Terre. Et on voit comment la production permet l'autosubsistance. Comment ce qui fonctionnait dans le monde rural, c'était justement qu'on était en relation directe avec la nature et qu'on y trouvait dans la nature de quoi vivre, travailler,
faire des enfants, faire une famille, manger, boire, permettre à ces animaux d'exister. Et ce monde, effectivement, il a disparu. Il a disparu parce que le monde qu'on nous a proposé après 1945 a été le monde de l'industrie, de l'industrialisation, du capital et du capitalisme et de la disparition de la ruralité. Il a fallu détruire la ruralité pour industrialiser l'agriculture. Ce sont des films qui nous montrent ce que sont les corps des paysans, ce que sont les relations rudes dans les familles, dans les villages. Il n'y a pas beaucoup de douceur, il n'y a pas beaucoup de gentillesse, il y a de la brutalité. Les gens vivent des vies rudes, ils souffrent, ils sont durs au travail, mais en même temps il y a un ordre, il y a un équilibre, et chacun a sa place. Et d'une certaine manière, cet ordre qu'il y a dans la famille, c'est un ordre qui est issu du cosmos ou de la nature telle qu'elle fonctionne. Les paysans avaient ce sens d'une espèce de tradition, c'était empirique, on avait hérité d'une conception des choses et on reproduisait cette conception des choses dans la famille, dans les relations entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les pères et les fils, entre les pères et les aînés, entre les gens du village et les gens d'un autre village, entre les gens de la région et d'une autre région. Il y avait une façon de concevoir le monde qui valait ce qu'elle valait. Je ne dis pas qu'elle était meilleure, je dis simplement qu'elle équilibrait les rôles de tout un chacun, qu'elle était harmonieuse, même si le coût était évidemment parfois important pour ceux qui subissaient le principe de la hiérarchie. C'était plus facile pour les hommes que pour les femmes, c'était plus facile pour les vieux que pour les jeunes, c'était plus facile pour les propriétaires que ceux qui n'étaient pas propriétaires, c'était plus facile pour les anciens qui étaient là depuis longtemps plutôt que pour ceux qui venaient juste d'arriver. Je le redis, c'était un monde rude, mais c'était un monde qui avait un sens. Et le film qui suivra, Farbig, sera l'occasion de voir comment ça fonctionne après, ensuite. Ce qui s'est passé quand on a industrialisé, quand on a rendu possible un autre monde qui a été celui des tracteurs, celui de l'électricité, celui de l'ordinateur, celui qui faisait qu'on allait donner les pleins pouvoirs aux banquiers, qui allaient nous dire ce qu'il fallait planter, pas planter, acheter, pas acheter, s'il fallait s'endetter, comment on allait s'endetter, comment ça allait fonctionner, la ferme, parce que finalement, c'était plus l'ancien qui nous expliquait comment il fallait faire, mais le conseiller agricole qui travaillait pour la banque, qui exigeait que certains s'endettent. Donc on faisait sauter des vieilles étables, on installait des stabulations libres, on faisait abattre les chevaux, et puis en même temps on faisait acheter des tracteurs, et puis on mettait à la poubelle les faneuses, et puis on achetait des moissonneuses-batteuses, et puis on a endetté les paysans, on a exigé qu'ils produisent, et ils ont détruit les sols, détruit les sous-sols, détruit la nature. On a vu disparaître les animaux, fini les coccinelles, fini les papillons, fini les petits rongeurs. On a vu apparaître les maladies professionnelles, les cancers des paysans qui traitaient et qui se massacraient la santé avec ce genre de choses. On a vu les téléphones apparaître, on a vu les églises en même temps se vider. On a vu les enfants quitter la famille en disant « mais moi je ne prends pas la ferme, c'est plus possible, ce n'est plus pensable, je m'en vais à la ville, je m'en vais travailler, je vais faire un autre métier ». Et ce film-là montre comment nous nous sommes détruits. On faisait plus d'herbe mais de l'ensilage, on donnait de la nourriture pourrie à des animaux, les vaches mangeaient des choses fermentées qui n'étaient pas dans leurs habitudes, nous avions un lait qui lui-même était produit par ces aliments pourris. Nous mangions ces produits pourris et nous abîmions nos propres santé. Et de fait, ces deux films extrêmement intéressants, l'un en noir et blanc, l'autre en couleur, font la démonstration que nous avons changé de monde, nous avons changé de vie. Ce que je souhaitais faire avec cette séance ce soir, c'était de vous dire que si vous regardez différemment la lumière, si vous regardez différemment la campagne, si vous regardez différemment la Voie lactée, si vous êtes capable de voir autrement un certain nombre de choses qui nous sont présentées par Jean-Pierre Pernaut comme des occasions de folklore quand il s'agit de parler de la ruralité, si vous voyez effectivement qu'il y avait une sagesse dans ce monde-là, et que nous avons perdu cette sagesse, et que la perte de cette sagesse nous a conduit tout droit au nihilisme, alors je n'aurais pas complètement perdu mon temps. Je vous remercie. C'était l'Université populaire de Caen de Michel Onfray. Brève encyclopédie du monde, Cosmos. Prise de son, Yann Frécy, Pascal René. Réalisation, Thomas Duterre. Un grand merci à l'équipe du Zénith de Caen.